Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, je reçois Maître Chantal Payet et on s'entretient de l'aide sociale. Une des raisons pour laquelle l'émission de La Justice entre nous existe et qu'elle porte ce nom-là, c'est que quand on vit dans un état de droit, il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de lois qui nous régissent, de règlements, etc. Il y en a une loi qui est malheureusement fortement critiquée. En fait, pas la loi, mais les bénéficiaires de cette loi-là qui font souvent l'objet de commentaires, de blagues qui sont, à mon avis, déplacés. C'est tellement facile de casser du sucre sur ces gens-là. Aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, on parle de l'aide sociale avec Maître Chantal Payet. Et moi-même, j'ai été étonné quand Maître Payet m'a suggéré ce sujet-là. Ça m'était jamais venu à l'esprit, malgré les presque 20 ans d'émission, que l'on parle des seuils, puis des montants, puis etc. C'est comme tabou, hein, on n'en parle pas. On ne se gêne pas de faire des commentaires, là, mais on n'en parle pas. Alors, c'est avec plaisir que j'aborde cette semaine le sujet de l'aide sociale avec Maître Payet. Puis cette fois-ci, ça va presque être elle l'animatrice, parce qu'il va falloir que des fois qu'elle m'oriente dans les questions, tellement c'est un sujet qui est ben, je ne dis pas tabou, mais dont on ne parle pas et dont on devrait parler plus souvent. Bon, ça, c'est mon éditorial. Très bien dit. C'est vrai que quand m'avait suggéré, pas suggéré, m'avait annoncé qu'on parlerait de l'aide sociale, je me suis dit, my God, de quoi veut-elle parler? Bon, on sait que les gens qui sont admissibles à l'aide juridique, bien, quelqu'un qui est sur l'aide sociale est admissible. Et présumé admissible à l'aide juridique, oui. Alors, j'ai été surpris, puis là, je vous passe le ballon. J'ai été surpris, juste un peu avant l'émission, je vous ai dit, ah oui, il y a des gens qui ont recours à vos services, à l'aide juridique, dans le cas de l'application de la loi sur l'aide sociale, puis vous m'avez répondu oui, et beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je sais pas, je vous laisse notre poisson là, du droit, là, par quel bout on commence. Je vous suggérais peut-être qu'on terminera, si le temps nous le permet, peut-être de parler de certains montants à titre d'exemple, ou on va en parler au fur et à mesure. Mais là, quelqu'un a perdu son emploi, il n'a rien fait, là, la personne n'a rien fait pour se retrouver là où elle est aujourd'hui, perdu son emploi, les primes d'assurance chômage sont épuisées. J'ai plus de revenus. Il faut aller à l'aide sociale. Il faut aller à l'aide sociale. Exactement. On fait une demande d'aide sociale. Les critères sont très serrés, hein. On doit apporter de nombreux documents pour pouvoir être admissible à l'aide sociale. Mais l'aide sociale et l'aide juridique, ceci dit, c'est complètement indépendant, là. Nous-mêmes, on conteste les décisions qui sont émises par les bureaux, le centre local d'emploi. Oui. Alors, s'il y a des réclamations qui sont faites ou s'il y a des refus d'aide sociale, par exemple, vous venez me voir puis je vous refuse l'aide sociale pour tel ou tel motif. Là, il y a plusieurs motifs qui peuvent exister. Moi, je vais les contester. Là, je vais aller avec des gens jusqu'au tribunal. Bon, avant, on disait le tribunal administratif du Québec. Maintenant, on dit le TAT, le tribunal administratif du travail. Le TAT? Oui, le TAT. Mais ceci dit, les décisions se rendent jusque-là. Donc, la première étape, qui est une décision qui est rendue par le centre local d'emploi. Ensuite, les gens, s'ils sont insatisfaits avec cette décision-là, c'est écrit dans le bas de la décision. Ils ont 90 jours pour contester une décision rendue par le centre local d'emploi, qui est le premier niveau, premier palier. Si on n'est pas satisfait, donc on conteste et on se retrouve au bureau de révision. Au bureau de révision, c'est des entrevues téléphoniques. Ça se fait généralement au téléphone, pas généralement, toujours au téléphone à ce stade-là. Et la décision qui est rendue par le bureau de révision, on a 60 jours pour la contester au tribunal administratif. Donc, on dit aux gens, attention, il y a des délais. Oui.
Et il faut les respecter, là. Oui. Puis il y a même des délais qui sont plus courts dans certaines circonstances, mais je ne voudrais pas embarquer là-dedans. Non, Par exemple, mais... si j'ai contesté en retard une décision sur le délai, j'aurai ensuite 15 jours seulement pour aller en appel. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on a des décisions administratives, il faut les lire jusqu'au bout. On n'attend pas non plus, tiens, j'ai 2 mois pour le faire, on va faire ça dans 2 mois. Mais l'avantage de toutes les décisions administratives qui sont rendues en droit administratif, le délai est indiqué dans le bas. Même une décision rendue, par exemple, par le gouvernement du Québec sur la Régie des rentes du Québec pour les allocations familiales, ça va être écrit en bas dans le délai de contestation. Donc ça, c'est la première chose, le premier conseil que je voudrais donner aux gens. Regardez et lisez vos décisions jusqu'à la fin, parce que le plus gros problème qu'on a, c'est les délais de contestation. Puis si on le fait dans le délai, déjà, on a fait un grand pas en avant. D'accord. Ensuite, un bénéficiaire d'aide sociale reçoit, un adulte seul, 628 par mois. Ça, c'est l'adulte capable de travailler. Okay. Donc, 628 évidemment, sans compter les allocations familiales qui sont versées par un autre palier de gouvernement. Mais la prestation d'aide sociale d'un adulte seul va être 628 par mois. C'est pas beaucoup. Puis il y aura adulte seul, donc on entend, il n'y a pas d'enfant, là. Bien, même avec enfant, parce que les allocations familiales ne sont pas versées par l'aide sociale. Sont versées par la Régie des rentes du Québec et par le gouvernement fédéral dans le cas des allocations canadiennes pour enfants. C'est les 2 autres paliers de gouvernement qui vont verser de l'argent parce qu'on a des enfants. Donc, on oublie la question de savoir si on a des enfants ou non quand on parle d'aide sociale. Là, la prestation de l'adulte est de 628 Quand on a des contraintes temporaires à l'emploi, exemple, je souffre d'une dépression, je suis en arrêt de travail pour 3 mois pour cause de dépression. Donc, j'ai des contraintes temporaires à l'emploi. Je demande à mon médecin de remplir un rapport médical. Il faut absolument qu'il y ait un rapport médical rempli par le médecin. Et le plus important, c'est que le rapport médical soit bien rempli par le médecin. C'est parce que moi, comme avocate qui traite ce genre de dossier, j'ai beaucoup de difficultés avec ça dans mon bureau parce que le médecin veut aider son patient, mais va remplir le formulaire en omettant certaines cases et tout ça, ce qui vont finalement nuire à son patient par la suite. Donc, tant qu'à le remplir, il faut le remplir comme il faut avec toutes les cases. Il y a une case qu'on doit cocher qui indique si c'est une contrainte qui est temporaire ou permanente ou prolongée. Donc, déjà, il faut choisir entre les 2 cases. Il faut indiquer pour quelle période de temps on pense que cette personne-là. Il faut indiquer aussi tous les autres diagnostics associés. Donc, la personne peut avoir une dépression, mais peut aussi souffrir d'arthrose, peut aussi souffrir de toutes sortes d'autres choses. Donc, le médecin a avantage à aller écrire les autres diagnostics qui sont quand même associés à la personne. Qui peuvent avoir un impact sur sa capacité de travailler, par exemple, ou de gagner ses revenus. Exactement. Et il doit aussi se prononcer sur le pronostic. Il doit émettre un pronostic sur l'état de la personne. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est sévère? Est-ce que c'est chronique? Ces petites cases-là n'existent pas là pour rien. Il doit aussi déterminer c'est quoi les atteintes que cette personne-là a. Si elle n'est pas capable de marcher ou de la difficulté à s'asseoir trop longtemps ou à rester debout trop longtemps pour toutes sortes de raisons, il doit aussi l'indiquer avec des codes. Donc, le rapport est quand même difficile à remplir, mais difficile. Pas difficile du tout, mais peut-être un peu plus long quand même. Puis c'est important qu'il le soit. Donc, quand vous êtes en présence de votre médecin, insistez. Demandez à votre médecin qu'il le remplisse de façon adéquate et complète. Ça, c'est pour obtenir des contraintes qui vont augmenter la prestation de base que la personne sur l'aide sociale va recevoir. L'autre étape, c'est la contrainte sévère. Là, à ce moment-là, on reçoit le maximum. Donc, je crois que c'est 984 qu'on reçoit par mois quand on est considéré comme ayant des contraintes sévères à l'emploi. Mais à ce moment-là, il faut que ce soit une atteinte grave et prolongée pour une période de plus que 12 mois. Là, on parle sans doute de maladie ou d'invalidité, là. Invalidité. Et quand on est considéré comme ayant des contraintes sévères à l'emploi par l'aide sociale va vous amener à faire une demande de rente d'invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec. Donc, si vous êtes c'est pas les mêmes critères. C'est pour ça que je vous parlais tantôt d'état de droit puis d'une certaine complexité, mais je suis très heureux d'apprendre qu'il y a un bureau qui peut aider les gens à faire ça, parce que je sais pas où j'aurais dirigé les gens, moi, avant aujourd'hui. C'est sûr que de par la nature de l'aide juridique, nécessairement, on est plus près des lois sociales. Mais bon, il y a aussi il va y avoir des réclamations par rapport aux vies maritales.
Par exemple, comme j'ai dit tantôt, une personne seule, c'est 628 qu'elle reçoit. Oui. En couple, si elle se déclare en couple, c'est 974. Alors, il peut être tentant pour un prestataire d'aide sociale de dire, bien, c'est juste mon coloc. Ouais. Comme ça, on va recevoir tous les deux 628 et on ne recevra pas seulement à deux 974. Et donc là, arrivent toutes les questions d'alibi. C'est pas mon coloc, mais c'est mon coloc. Ou je me prends juste une chambre à côté, mais dans le fond, je suis toujours rendue chez mon conjoint ou ma conjointe. Par contre, l'aide sociale laisse 12 mois de vie commune avant d'être considéré comme conjoint. Okay. Mais là, on parle pas... Les gens commencent une fréquentation, hop, ils se font couper. Non, c'est ça. Je veux bien croire que les gens ont l'obligation d'être honnêtes. Bon, là, tu n'es pas obligé de faire exprès pour dire je vais me faire couper dans 2 semaines parce que je suis allé leur dire que ça faisait 1 mois que je sortais avec Chantal. Ou je vis avec Chantal. Ouais. Non, on va attendre un certain délai là, pour que ça soit raisonnable. Il peut y avoir des périodes de séparation quand même qui ne seraient pas considérées comme une séparation. Par exemple, vous vous faites arrêter, vous vous retrouvez en prison pour 2-3 mois. On n'est pas plus en couple parce que vous êtes en prison 2-3 mois. On est encore un couple. Parce que ça peut arriver aussi. Ouais. Ou, mais c'est pas drôle. Là, mais... Ou vous avez des parents en Floride, puis vous décidez de partir en Floride 2 mois, on est encore un couple. C'est pas parce que c'est pas on fait 10 mois, ensuite, on est séparés 2 mois, on revient. Donc, c'est 12 mois quand même de vie commune. Mais les critères, par contre, c'est pas les critères auxquels les gens s'attendent. Fait que ça... Par exemple. Par exemple, les critères qui sont considérés par l'aide sociale, c'est 3 critères. Le premier critère, le plus important, est la cohabitation. Donc, à partir du moment où 2 personnes vivent sous le même toit, de même sexe ou non, ils ont rempli le premier critère qui est le plus important pour l'aide sociale, qui est la cohabitation. Ils ne veulent pas savoir si vous dormez dans le même lit, si vous avez des relations sexuelles. Ils ne veulent pas savoir ça, puis vous ne leur poseront même jamais la question. Okay. Donc, la cohabitation, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est le secours mutuel, qu'on se rend de type que les gens mariés se rendent. Donc, si je vous prête ma voiture ou si on fait l'épicerie ensemble, on cuisine ensemble, on fait le ménage ensemble. Quand je fais le lavage, je fais votre lavage en même temps. Où on se partage les tâches, mais cette semaine, c'est à ton tour de faire la toilette, la semaine prochaine, c'est à ton tour, c'est à mon tour. De type de gens mariés. Une notion de partage. Une notion de partage. Je vais vous rendre service, je vais vous amener à votre rendez-vous médical ou je vais aller vous reconduire chez des amis. S'il y a des fêtes de famille, je vais vous accompagner. Là, ça va être plus difficile de dire c'est juste mon coloc. Parce que la notion de coloc suppose quand même qu'il y a une séparation dans les vies. Je comprends que pour des raisons de commodité, ça peut arriver qu'on partage un repas. Mais techniquement, on devrait avoir ma part de frigidaire puis vous la vôtre. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai partagé un appartement avec un colocataire. J'avais ma portion de frigidaire, il avait sa portion de frigidaire, puis je ne l'attendais pas pour souper, puis je ne demandais pas ce qu'il faisait le soir. Faisez vos affaires. Là. Exactement. Donc, il faut vraiment... Donc, le secours mutuel de type que les gens mariés se rendent va être tenu en considération. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est la commune renommée. Vous avez vu que là-dedans, dans les 3 critères, il n'y en a aucun qui concerne le nombre de fois que vous avez eu des relations sexuelles avec votre partenaire ou non. Et ça s'applique autant pour les gens de même sexe. Donc, si vous partagez un appartement avec une amie, mais que ces 3 critères-là sont rencontrés, vous pourriez, à ce moment-là, être considérés comme étant des conjoints au sens de la loi sur l'aide sociale. Okay. La commune renommée, c'est ce que les gens pensent. Donc là, ils vont demander à votre voisin, vous, là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils ont des pouvoirs d'enquête, l'aide sociale. Donc, ils vont aller voir les voisins, ils vont aller voir les amis. Ils peuvent même demander aux dépanneurs du coin, eux, quand ils viennent, quand ils passent dans la rue, est-ce qu'ils se tiennent par la main? Est-ce qu'ils font des pique-niques? Est-ce qu'ils se retrouvent dans le parc? Ce qui s'appelle Minou. Oui. Les propriétaires, les propriétaires dans les appartements vont leur demander quand ils se sont présentés à vous pour signer le bail. Est-ce que monsieur est avec lui? Est-ce qu'il lui tenait la main? Est-ce qu'il lui dit « il s'appelait mon amour? » S'il y a eu des plaintes aux policiers pour voie de fait, bien là, mon chum... je comprends. Puis là, on va voir dans les rapports de police « mon chum ». C'est tous des éléments qui vont se retrouver dans le dossier d'enquête de l'aide sociale. Ce que l'on appelait à une certaine époque les boubous macoutes. Vous vous souvenez pas de ça? Vous êtes trop jeune. Bien, évidemment, boubou faisant référence à M. Bourassa. Oui. Mais ça laissait entendre ça laissait les gens peut-être un peu pantois.
Parce que, ben, est-ce qu'on a le droit d'enquêter? Ben oui. Là. Moi, je me souviens, en début de carrière, d'une jeune femme qui m'avait dit, je critique pas, mais ça m'avait laissé songeur. Il n'y a même plus moyen de bien vivre sur l'aide sociale. J'ai dit, OK, mais l'aide sociale, c'est une loi de dernier recours. Mais ça, c'est important. C'est pas une loi pas de un job, dernier recours. Ouais, c'est pas un job à temps plein, là. Elle, je pense qu'elle loue des chambres. Fait que finalement, c'était un sideline, là. Bien, on a le droit de louer des chambres sur l'aide Bon. sociale, ceci dit, puis on a le droit aussi de travailler en étant sur l'aide sociale. Puis ça, je trouve ça important de le Oui, dire oui, parce oui, qu'il oui. y a quand même beaucoup de personnes qui font des signalements, qui font des plaintes à l'aide sociale, parce que ça vient souvent de signalements à oui? l'aide sociale, bien, souvent. Et ils vont dire, bien là, moi, cette personne-là, je sais qu'elle est sur l'aide sociale, mais elle travaille. Mais on a le droit de travailler même si on est sur l'aide sociale. C'est juste que les revenus, il y a un certain revenu qu'on a le droit de gagner, qui est 200 ou 300 selon le cas. Là, il faut... Par mois ou par semaine? Par mois. Par mois. Sans être coupé sur l'aide sociale. L'excédent de ce montant-là va être considéré, puis on va se faire couper, il va être diminué de notre chèque d'aide sociale. Donc, on pourrait, par exemple... Je m'excuse, je vous interromps, mais il y a une enveloppe Oui. là, par personne, voyons pas justiciable, mais enfin, les gens qui sont admissibles à l'aide sociale. C'est une enveloppe. Avant de commencer l'entrevue, on parlait de quelqu'un qui vendait des canettes et qui gagnait un certain revenu avec ça. Oui, tout à fait. Oui, quelqu'un peut vendre ses canettes quelqu'un puis qui a le pas être coupé courage sur l'aide sociale. de se promener toute la journée. Je commande pas, là, mais je dis quelqu'un... Moi, Oui. je trouve ça... je trouve que si quelqu'un fait... tu sais, c'est comme je le disais d'emblée au début de l'émission, facile de casser du sucre sur les gens qui sont pauvres. Mais l'idée, c'est de les encourager à réintégrer le marché du travail. Donc, si on leur permet d'occuper un emploi, même à temps partiel, qui leur apporte un petit revenu d'appoint, tant que la clé, c'est de le déclarer à l'aide sociale, c'est d'être transparent. On ne peut pas frauder. Évidemment, on ne peut pas frauder. Hein. À partir du moment où on le déclare, mais plus vite on se met sur le marché du travail, même à quelques heures par semaine, on a plus de chances de réintégrer le marché du travail et de ne pas rester à temps plein sur l'aide sociale. Okay. Donc, on a droit, les gens vont avoir l'information, on a le droit de gagner un certain revenu, oui. si minime soit-elle, permet d'avoir un petit peu plus de gâterie peut-être, puis de s'occuper, d'être actif. Donc, les couples. Est-ce que le choix des enfants, par exemple, parce que tantôt, je vais s'en revenir là-dessus, la question du nombre. Moi, j'avais l'impression que, bon, ben, t'es un couple ou t'es tout seul, t'as 3 enfants, ça augmente, t'as droit à 1 500 par mois. C'est la prestation fiscale pour enfants qui va combler. Donc, par exemple, si on dit oui, t'as droit à 1 400 par mois, je dis n'importe quoi, là. Auparavant, c'était vrai, mais là, l'adulte va recevoir son 628. OK. Et il va recevoir les allocations familiales en fonction de son temps de garde. S'il a la garde exclusive, il va avoir le maximum des allocations familiales aux 2 paliers de gouvernement, le provincial et le fédéral. Okay. Les gens, donc on a parlé des gens qui travaillent, des gens qui sont en couple, des gens qui partagent. Évidemment, on n'encourage pas les gens à faire de fausses déclarations, là. Si vous faites prendre, n'est pas chialer contre les boubous macoutes, je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retrouver, qu'est-ce qu'on peut retrouver plus fréquemment, ou en tout cas de temps à autre, comme contestation, les montants loués, quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui va vous amener? Le refus de reconnaître quelqu'un comme ayant des contraintes temporaires ou sévères occupe une bonne partie de mes dossiers, je dirais, parce que souvent, comme je disais tout à l'heure, les rapports médicaux ne sont pas remplis assez pour donner droit. Donc, il y a matière à contestation à ce moment-là pour faire valoir que notre client n'est pas en état de travailler puis il mériterait à ce moment-là d'obtenir une allocation supplémentaire d'aide sociale parce qu'il n'est pas apte à aller travailler. Donc ça, c'est certain que ça occupe quand même une grande partie de nos contestations. Et les réclamations pour vie maritale, c'est pour ça que je prends la peine de bien expliquer, parce que souvent, les gens vont venir me voir et dire « Mais nous autres, on ne savait pas ça, on ne le savait pas, ça. » Donc, je trouve que vous savez, c'est une loi sociale quand même, l'aide sociale, et je ne veux pas du tout critiquer le travail des agents parce que je pense qu'ils travaillent vraiment très fort. Mais n'empêche que c'est une loi sociale qui devrait amener une certaine partie d'information à la clientèle.
ce qui me semble être un peu déficient. Ouais. Mais ils ont toujours accès à l'aide juridique, donc s'ils sont admissibles à l'aide sociale, donc ils peuvent toujours venir s'informer auprès d'un avocat qui accepte les mandats d'aide juridique ou un avocat permanent. Parce que c'est important de savoir ces choses-là, même avant. Est-ce que j'ai le droit d'aller demeurer avec mon conjoint? Ça va être quoi les répercussions? Ce serait important. Wow. Est-ce que j'ai le droit de travailler? Est-ce que j'aurais le droit à telle situation? Par exemple, l'aide sociale va obliger les parents, c'est l'article 64 du règlement qui le prévoit, mais il va obliger les parents à faire une demande d'aide sociale s'ils ont des enfants à leur charge. Donc, le fait d'avoir des enfants à charge, ça va être peut-être là que ça va s'appliquer. Attendez, là. Non, mais je vous ai perdu là, dans vous dites les parents qui ont des enfants à charge font une demande. Ils sont obligés de faire une demande d'aide sociale. De pension alimentaire, pardon. Ah bon, OK. Pas d'aide sociale, j'ai dit aide sociale, mais c'est pension alimentaire. Ils ont l'obligation d'aller chercher une pension alimentaire du parent. Ouais. Donc, c'est pas parce ils peuvent pas, eux, décider de ne pas le faire. Ils sont obligés, puis l'aide sociale va même les menacer de couper l'aide sociale s'ils ne le font pas parce que l'aide sociale est une aide de dernier recours. Oui, Donc, on doit d'abord aller chercher ce qu'on peut aller chercher du parent, du père des enfants ou de la mère des enfants. Je trouve intéressant de vous écouter parce que, comme je suis un peu plus âgé que vous, en début de carrière, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. On n'avait pas aujourd'hui, l'informatique qui était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, les moyens, mais je me souviens crois me souvenir quand ça a commencé, ça, de dire aux gens, vous êtes sur l'aide sociale, vous devez demander une pension alimentaire. Donc, j'en déduis aujourd'hui que les gens, j'en déduisais à l'époque que les gens ne le faisaient pas. Ils disaient, non, je suis l'aide sociale me paye, on s'arrange. Ça me donne rien d'avoir 25 $ par semaine de pension alimentaire, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais là, c'est pas la personne, c'est la société. On veut que les gens se responsabilisent. Mais par contre, le parent va conserver seulement 100 $ par enfant. Donc, par exemple, s'il a 2 enfants, puis il va chercher une pension alimentaire de 400 $ par mois, l'aide sociale va lui laisser 200 $ de plus sur son 628, mais il y a un 200 $ où on va le couper. Donc, je comprends que la dame va garder 100 $ par enfant. Qu'elle a à sa charge, exactement. Okay. Donc, ça va être là l'important de déclarer à l'aide sociale si on a la garde d'un enfant ou si on a la garde partagée, par exemple, d'un enfant, parce qu'on va garder 100 $. Puis le plus important là-dedans, c'est que la mère va faire la démarche, mais si elle se retrouve éventuellement sur le marché du travail, l'argent ne restera pas dans les poches de l'aide sociale, là. Elle va récupérer l'entièreté de la pension alimentaire qu'elle est allée chercher. Donc, oui, parce que là, on vient de donner l'exemple, monsieur, on va dire monsieur, là. Monsieur paye 400 $ de pension, madame en conserve 200, l'autre 200 s'en va à l'État. À l'État. Et puis, si madame se retrouve... oui, je comprends. Là, la pension alimentaire du père va demeurer 400, qu'elle soit... Elle va la conserver. C'est ça, qu'elle soit ou non sur l'aide sociale. Fait qu'elle se trouve à réintègre le marché du travail, elle a sa pension sinon, quel serait l'incitatif de dire aux gens aller travailler pour avoir le même revenu? Là? Puis comme je répète, on en a déjà parlé souvent, mais la pension alimentaire, elle est d'ordre public. Un parent ne peut pas décider de ne pas recevoir de pension alimentaire pour son enfant. C'est pour l'enfant. C'est pas pour elle, c'est pour son enfant. Donc... Je le mentionnais plus tôt en début de carrière, c'était relativement nouveau. Il faut aussi rappeler peut-être aux gens que aujourd'hui, beaucoup de gens se séparent, ont des enfants, mais jusqu'aux années 80, moi, je me souviens des journées de cours où il y avait 30 dossiers. Aujourd'hui, il y en a 130, 150. Et même plus. Des fois, j'ai déjà vu 200. Oui. Bon, c'est pas parce qu'il y a plus de gens sur l'aide sociale. Peut-être qu'il y en a plus, mais avec les années, finalement, tous ces j'allais dire amélioré, ça dépend de quel côté. Puis je dis pas ça en rien pour dire qu'il y a des gens qui abusent, là, mais il y a eu des abus, puis le gouvernement s'est adapté, puis etc. Ce qui fait que donc, si je me permets de récapituler, j'ai une situation de santé qui m'empêche de travailler, du moins pour un certain temps. J'ai le droit de l'aide sociale, j'ai 2 enfants, je me sépare, tout va bien dans ma vie finalement, je demande la garde des enfants, j'ai la garde des enfants, j'ai droit à une pension alimentaire de 400 $ par mois. Là, je veux dire, le gouvernement ou l'aide sociale va calculer quelle est la part auquel j'ai droit.
on va appliquer le montant de pension. Non, l'aide sociale ne va pas calculer combien j'ai droit. On va obliger la personne à faire sa demande de pension alimentaire et avec le montant qu'on va avoir reçu, qui va avoir été jugé par le tribunal de pension alimentaire, là, l'aide sociale va permettre aux parents de garder 100 par enfant. Mais ce n'est pas l'aide sociale qui va déterminer le montant de pension alimentaire, là. Non, je me suis sans doute mal exprimé. Je veux dire par là que il y a un budget, là, il y a une enveloppe X pour une personne sur l'aide sociale avec 2 enfants. C'est à l'intérieur de ce budget-là que l'aide sociale va payer. Le surplus va à l'État? Le surplus va à l'État, oui. Parce que c'est l'État qui paye pour les enfants, en partie pour les enfants. enfants. Parce que c'est une aide de dernier recours et on va laisser aux parents 100 par enfant, oui. Il nous reste 2 minutes. J'ai envie de vous demander comment vous voulez clore, là, qu'est-ce que vous auriez à dire à nos auditeurs, nos auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, devrais-je dire, par rapport à leur droit à l'aide sociale ou au dernier recours. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux gens de... Bien, avec l'accessibilité à Internet, je pense que ce serait vraiment important que les gens prennent le temps d'aller lire le règlement, surtout, sur l'aide sociale. Plus que la loi, là, ce serait plutôt le règlement, pour comprendre toutes les ramifications qui existent. Par exemple, on va retrouver les prestations spéciales. Si j'ai besoin d'orthèse, maintenant, je suis sur l'aide sociale, mais j'ai besoin d'orthèse, j'ai besoin de lentilles, j'ai besoin de n'importe quel soutien, appareil orthopédique ou tout ça, c'est prévu dans le règlement. Donc, avant de dépenser ou avant d'aller voir un médecin ou un orthopédiste, je vais savoir à combien j'aurais droit d'obtenir par règlement. Donc, les chiffres apparaissent bien dans le règlement. Combien j'ai droit d'avoir dans mon compte de banque sans être coupé par l'aide sociale, c'est prévu dans le règlement. Ça semble ardu à lire, mais il y a quand même plusieurs choses sur Internet qui nous facilitent. Il y a Éducalois aussi. Donc, s'informer, c'est ce que je dirais aux gens. Je vous interromps, mais je me permets de vous dire, dans les bibliothèques maintenant, il y a des postes d'informatique, vous avez accessibilité au Wi-Fi, donc accessibilité à la réglementation. Il y a de plus en plus de chroniques qui existent, des petites chroniques juridiques par-ci, par-là qui nous informent de nos droits et qui s'adressent à tout le monde et qui prennent la peine d'être lus. Je vous interromps, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup de nous avoir encore éclairés. On a hâte de vous revoir. On trouvera bien un sujet. Merci. Et merci de nous avoir donné cette explication. Mesdames et messieurs, je vous invite à nous revenir pour une prochaine émission de La justice entre nous. D'ici là, bonne semaine.